Merci. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, Maxime Fenry, je travaille aussi à la région, au service, à la direction orientation et pilotage, au service action européenne et transfrontalière. Je charge aussi d'accompagner les nouveaux programmes européens. Donc on en profite comme on est en début de programmation. En plus, on est au lieu de l'Europe. C'est le mois de mai, donc qui dit mois de mai, mois de l'Europe. Donc on parle aussi un petit peu des possibilités de mobilité. Du coup, je vais vous parler un petit peu d'Erasmus+, parce que du coup, Erasmus+, souvent, on l'associe à la mobilité des étudiants. On se dit, c'est un petit peu, voilà, ça ne nous concerne pas forcément parce que c'est pas un public qu'on accompagne, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de nouvelles opportunités, notamment avec la nouvelle programmation. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça. Et puis, après, il y a d'autres programmes européens, donc que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Je pourrais en parler très longtemps. Mais bon, l'idée, c'est que vous gardiez un petit peu d'énergie encore pour la journée. Donc, je vais présenter un petit peu Erasmus+, et quelques initiatives, effectivement. On a un petit peu anticipé le PowerPoint aussi. Si ça vous intéresse, vous pourrez le récupérer, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Vous verrez aussi, j'en suis bien consciente, c'est vraiment pour donner un petit aperçu, des petites pistes. Et après, voilà, ça nécessitera peut-être aussi de la réflexion. Donc, voilà, vous aurez toute la matière. Donc, ce que je vous disais, on est sur une nouvelle programmation. Donc, à chaque fois, on est sur des cycles de 6 ans. Donc là, on est sur 21-27. Donc, on est sur trois ambitions un petit peu. Donc, on est sur un programme plus ouvert parce que, notamment, on essaye avec Erasmus+, d'être plus inclusif avec la participation de tous, hein, parce que je disais aussi, Erasmus+, on l'associe aux étudiants. C'est aussi pour dire que il y a aussi une grosse priorité avec cette programmation sur les jeunes qui sont moins favorisés, des personnes d'âge différents, avec la santé qui est un gros sujet aussi, notamment avec la crise Covid. Il doit être aussi plus accessible avec des procédures administratives allégées. Si, c'est l'objectif. Puis la crise Covid aussi est passée par là, donc avec des mobilités aussi qui peuvent être hybrides, on a mis un peu le présentiel, mais aussi des rencontres virtuelles qui peuvent être aussi prises en charge financièrement, voilà, parce que ça évite des déplacements. Il y a aussi une sensibilité écologique, donc ça c'est la dimension aussi plus responsable, c'est-à-dire que voilà, on sent aussi qu'il y a une attention plus poussée vers la transition écologique et l'utilisation de transports plus doux. Donc là aussi, il y a des bonus en fait qui sont attribués. Donc j'y reviendrai, mais voilà, c'est quand même important. Et plus ambitieux, pourquoi? Parce qu'on a une augmentation de l'enveloppe de 80%. Donc c'est assez énorme. On est à 26 milliards pour cette programmation. Donc il y a des moyens qui sont quand même très très conséquents. Et c'est pour ça aussi qu'on se dit que c'est le moment de communiquer sur le dispositif, parce que voilà, il y a du budget à aller chercher sur cette programmation. Donc, il faut en profiter. Donc, voilà, quelques chiffres sur 2014-2020, donc la programmation précédente, il y a 4 millions Européens qui ont bénéficié du programme, dont 740 000 de la France. Donc, la France, elle est assez bien placée, mais il y a encore une marge de progrès. On n'est pas le premier pays à aller chercher des financements, donc il y a de quoi faire. Et puis, voilà, pour vous donner envie, 2021-2027, ce que je disais, 28 milliards disponibles, plus 80% de l'augmentation, et vraiment l'ambition de soutenir 10 millions de mobilités qui peuvent être diverses et variées, donc ce qu'on va regarder un petit peu. Alors, je vais commencer peut-être avec, et c'est là que les slides deviennent plus denses. Alors, du coup, peut-être il y a plusieurs secteurs, donc je vais vous en présenter deux, éducation et formation, et le secteur jeunesse, parce que, en fait, l'essentiel, c'est un petit peu trouver la bonne clé d'entrée, en fait. C'est que, voilà, c'est un peu la jungle, et c'est aussi pour ça qu'on est là aussi pour accompagner si besoin, parce que souvent, on a un projet, on se dit, j'aimerais aller chercher de l'Erasmus, même des fonds européens, par où je commence, comment ça se passe. En fait, la bonne clé d'entrée, c'est en général de partir du projet, de se dire vers quoi je peux aller, et puis ensuite, nous, on va trouver aussi qu'est-ce qui peut répondre le mieux, en fait, à la priorité. Donc, on a le volet éducation et formation. Donc là, on a les priorités transversales que vous voyez un petit peu, donc on vous les transmettra. Donc, ce que je disais aussi, inclusion, diversité, l'environnement, transformation numérique, et la participation à la vie démocratique. Donc, ça aussi, c'est repris par la jeunesse après. Donc, c'est assez intéressant.
Et du coup, ça, c'est les priorités aussi du secteur jeunesse. Donc, vous voyez, les priorités transversales, elles sont identiques. Mais par contre, ça se décline un peu différemment. Donc, pour la jeunesse, on est sur une citoyenneté active, hein, avec le sens des initiatives. L'employabilité, ça fait lien aussi. C'est pour ça, éducation, formation, employabilité. Voilà, c'est vraiment assez perméable entre les deux secteurs. Donc, c'est assez intéressant. Citoyenneté active, pourquoi aussi très actuelle avec la guerre en Ukraine où voilà, on sent aussi un engagement plus accru des jeunes et vraiment c'est aussi un secteur qui du coup est plus porteur. Alors, du coup, pour l'architecture du programme, euh, c'est pour faire simple, c'est faut trouver la bonne case. Une fois qu'on a trouvé la bonne case, après ça se décline en actions clés. Donc ça c'est en fait selon les publics qu'on veut accompagner. Donc, l'action 1, par exemple, ça va être plus la mobilité des individus, donc les jeunes, par exemple, les apprenants euh, ou voilà, les personnels de l'insertion, par exemple. L'action clé 2, ça va être les projets de coopération. Donc là, ça va être plus des partenariats. Et alors l'action clé 3, je ne vais pas la détailler aujourd'hui parce que ça est plus en lien avec la réforme des politiques publiques. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais pas, j'allais me concentrer sur la 1 et la 2. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc l'action clé 1, c'est ce que je disais, hein, c'est la mobilité des individus. Donc là, voilà, c'est aussi là où on se dit Erasmus+, c'est pour les étudiants, mais non, justement, c'est entre autres pour les étudiants, mais ça peut aussi soutenir des stagiaires, ça peut être des rencontres, notamment dans une période de formation, et notamment les jeunes apprentis. Donc, il y a une grosse priorité sur les apprentis aussi qui partent moins en Erasmus. Et ça peut émettre aussi des professeurs, des enseignants. Voilà, ça peut être aussi intéressant, notamment au démarrage d'un projet, quand on essaye de mettre en place, par exemple, une coopération, en amont, souvent que les personnels qui vont accompagner, qui vont mettre en place le projet, qui puissent, dans un premier temps, aussi se rendre dans un pays, nouer le partenariat et puis ensuite faire partir des jeunes. Donc, c'est aussi dans cet esprit-là qu'on peut organiser, en fait, les, les mobilités. Donc, ça peut être aussi un stage d'observation pour le personnel aussi enseignant notamment, ou les accompagnateurs de structures, les personnels de l'insertion notamment. On a un programme avec ces publics-là et ça peut être aussi juste simplement de l'observation. Et voilà, on pense aussi que les personnes qui ont vécu une mobilité, après, ça va être plus facile d'en parler. Et de faire la promotion entre guillemets parce qu'on l'a vécu soi-même, donc c'est toujours plus facile d'en parler. Et puis l'action clé 2, c'est donc les partenariats et la coopération. Donc là, ça va être vraiment plus vraiment une entité qui va participer. C'est pas l'individuel, c'est vraiment on va penser entité. Donc ça peut être des entreprises, des associations, établissements, les organismes d'éducation et de formation, collectivités, voilà. Donc ça c'est vraiment un échange de bonnes pratiques qu'on va mettre en place. C'est un peu plus ambitieux aussi comme projet. Donc ça dépend un petit peu de ce qu'on veut développer. Et du coup, voilà ce que je disais avant, tout dépend du point de départ. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de développer comme projet? Donc les destinations, hein, donc, pour ce programme-là, on a 33 pays qui font partie du programme. Donc on a les 27 pays membres de l'Union européenne. Donc voilà, pour rappel, hein, le Royaume-Uni ne fait pas partie de la programmation 21-27, puisqu'ils ont quitté l'Union européenne et donc aussi le programme Erasmus+. Il y a eu de longues négociations à ce sujet-là, mais en tout cas sur 21-27, ils n'ont pas cofinancé, donc ils ne sont pas présents. Et par contre, il y a des pays tiers qui peuvent aussi participer, donc l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie et la Turquie. Et il y a aussi d'autres possibilités de coopération avec le monde entier. Donc, par exemple, nous, on travaille dans la région Grand Est avec le Québec. Donc, on a mis en place un volet entrepreneuriat notamment. Il y a des jeunes de mission locale qui vont partir au Québec sur ce volet-là et cofinancer sur des fonds Erasmus+. Donc, il y a des nouvelles possibilités aussi, c'est aussi une nouveauté. Plus loin, des destinations plus lointaines, on va dire.
Alors, qu'est-ce que ça apporte de participer à un projet à part des compétences administratives? Euh, donc, bien sûr, la montée en compétences de chacun, parce que voilà, on est très autonome dans un projet aussi. On se rend compte les jeunes qui partent quand ils reviennent, qu'ils ont vécu une mobilité, ils se débrouillent, ils sont plus autonomes. Donc, voilà, c'est vraiment des belles compétences aussi qui peuvent acquérir pendant une mobilité. On en est convaincu. Et voilà, donc il y a des bénéfices aussi. Et après, voilà, l'idée aussi, c'est de faire témoigner et aussi de faire reconnaître ces compétences qui, voilà, sont un peu ce qu'on appelle les soft skills. Donc, c'est aussi comment les valoriser. Donc ça, j'en reparlerai après. Il y a des outils aussi pour, par la suite, quand on revient d'une mobilité, dire, je suis plus autonome, je suis plus empathique, voilà, j'ai des nouvelles compétences, et c'est faire prendre conscience aux personnes qui sont parties que elles ont des compétences, et qu'en fait, une mobilité, ça amène aussi des choses autres que juste des compétences techniques. Alors, du coup, ça, je ne vais pas vous le redétailler. Peut-être juste pour la coopération, vous dire qu'il y a deux, enfin, si vous envisagez peut-être de partir sur enfin, si vous prévoyez de faire de l'Erasmus, de faire la coopération, il y a deux types de partenariats de coopération. Il y a celles qui sont à plus petite échelle euh, et qui sont plus accessibles, on va dire, enfin, par projet, on va dire, parce que voilà, c'est des projets qui on n'est pas à deux pays et qui sont à plus petite dimension, alors que les partenariats de projets et de grandes coopérations, enfin vraiment partenaires de coopération, elles sont vraiment là pour renforcer les capacités de coopération, enfin aussi à échelle transnationale, mais aussi intersectorielle. Donc tout de suite, on est sur des projets où on peut être sur une dizaine de partenaires, voire plus, et aussi sur des plus gros budgets. Donc voilà, c'est aussi souvent, ça peut être par exemple des universités qui coopèrent entre elles. Donc voilà, c'est aussi des projets qui demandent plus de budget, plus de travail, des personnes aussi dédiées. Donc je l'ai mis sur la slide après en fait. Donc voilà, c'est aussi parfois, quand on démarre sur un projet Erasmus, parfois c'est plus simple de démarrer avec un plus petit projet, peut-être moins ambitieux, et de faire en sorte que ça se passe bien aussi pour pas dégoûter ni le public qui est concerné, ni les structures. C'est vraiment d'être sur des plus petits projets, et puis après on peut monter progressivement en chiffres quand on le souhaite. Alors du coup, c'est ce que je disais, on a un petit peu cherché aussi les projets Erasmus Plus et Ruralité. C'est pour ça que je vous disais, on va vous transmettre le PowerPoint s'il y en a que ça intéresse, parce que du coup, il y a les liens des différents projets. Donc, en fait, il y a une base de données, je vous la montrerai aussi après, qui permet de chercher des projets par mots-clés ou par structure. Donc, voilà, quand on se pose un peu des questions de faire un projet Erasmus+, ou simplement de partenariat international. Ça peut être une bonne base de données pour voir un peu ce qui s'est fait, voire d'entrer en contact avec les porteurs de projets, demander comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce que vous avez mis en place. Voilà, donc voilà, je vous les lis pas plus que ça. Peut-être juste vous reparler aussi de la conférence européenne pour la jeunesse, puisque du coup on est sur l'année européenne de la jeunesse. Il y a un portail aussi dédié, donc si vous-même vous portez des projets, n'hésitez pas à le référencer sur ce portail, parce que du coup ça peut être aussi l'occasion d'avoir une visibilité supplémentaire, ou même si vous avez envie de découvrir d'autres projets, voilà, c'est pareil, c'est un peu un lien qui peut être intéressant. Voilà, donc les grands principes, on va dire, d'Erasmus+, pour un petit peu synthétiser ce que j'ai dit. Voilà. Il faut savoir que déjà, voilà, on fonctionne en appel à projet annuel. C'est pour ça aussi les projets européens, quand on se lance, en fait, c'est bien de commencer, mais jamais trop tôt pour commencer, on va dire, parce que ça permet d'avoir le temps de bien travailler le projet en amont. Et il y a des appels à propositions qui sont lancés, donc chaque année, il y en a 2. Et c'est pour ça que c'est bien d'être prêt au moment où ils sont lancés, de ne pas se poser la question au moment où les appels sont publiés. Ah ben tiens, on pourrait en faire un. Mais c'est plutôt déjà d'avoir une idée de ce qu'on veut faire. Après, on peut affiner en fonction de l'appel à projet, comment on se positionne. Parfois, il y a des critères un peu supplémentaires. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir déjà une idée de ce qu'on veut faire, et ça simplifie aussi après.
Où il y a la possibilité de déposer plusieurs projets, hein. On n'est pas limité. Une structure peut en déposer plusieurs, pour plusieurs publics notamment. Donc, par exemple, nous, à la région, en service pour l'éducation, formation, on en a deux. Un à destination plutôt des étudiants infirmiers, des autres des apprentis. Donc, voilà, on n'est pas limité en nombre de projets. La durée aussi, donc on est sur des projets de 6 mois à 3 ans, sachant que les 6 mois, c'est la structure qui va définir le minimum du projet, et le maximum, du coup, on est sur 3 ans. La gestion financière simplifiée, alors pourquoi on dit ça? C'est aussi parce que la nouvelle programmation essaye de le faire avec ce qu'on appelle l'accréditation, hein, et les chartes. En fait, avant de pouvoir introduire une demande de financement, il faut, à partir de 2021, enfin sur cette programmation, faire ce qu'on appelle une demande d'accréditation. Donc en fait, c'est un peu une lettre d'intention qu'on fait au départ, un peu un dossier, pour dire, présenter la structure et puis présenter un peu les ambitions qu'on a, les projets. Et c'est une première étape, on va dire, à faire. Et ensuite, quand on dépose des des demandes de financement, ça va plus vite. Enfin, du coup, l'idée, c'est de dire, OK, ils sont déjà accrédités, on sait voilà, qu'ils ont déjà envie d'en faire, on a déjà vérifié un certain nombre de critères avec la structure. Entre guillemets, il n'y a plus que le budget et le projet en tant que tel à vérifier. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de plus accéléré, on va dire. Et l'avantage aussi de l'accréditation, c'est qu'elle est valable sur 2021-2027. Donc ça veut dire, si on est accrédité, on peut au fur et à mesure répondre aux appels à projets et du coup avoir les demandes de financement. Et on n'a pas à refaire tout le dossier dans l'intégralité pour redire des choses sur sa structure qu'on a déjà dites dans l'accréditation. En termes de financement, avec Erasmus+, on peut avoir des préfinancements qui vont jusqu'à 80%. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant en termes de finances. 80%, d'autant plus qu'il n'y a pas besoin de cofinancement d'autres partenaires. Alors, les 80%, il y a en général 20% reste à charge, mais on n'est pas obligé d'avoir plusieurs partenaires. Enfin, je prends l'exemple des projets Interreg, s'il y en a qui connaissent. On est obligé d'avoir un partenaire dans un pays et dans un autre, plus le cofinancement européen. Or, Erasmus+, voilà, je donne toujours l'exemple de la région parce qu'on en porte un. La région, elle le porte et elle apporte les fonds propres pour les 20% restants. Elle n'a pas d'autres partenaires financiers, c'est pas nécessaire pour Erasmus+. Voilà, et puis on fonctionne généralement par forfait. Ça aussi, c'est plus simple qu'au frais réel, on va dire, puisque du coup, on est dans certaines catégories. Donc, ça peut aussi simplifier un petit peu les choses, puisque on sait à peu près, en fonction des nombres de kilomètres, combien on peut prétendre en termes de cofinancement. Il y a des grilles, en fait, donc voilà, on arrive assez facilement à savoir ce qui est couvert, ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc, je vous l'ai mis aussi, l'incontournable, la Bible de tout porteur de projet. C'est le guide du programme. C'est assez dense, mais après, voilà, si vous posez la question aussi, si vous prévoyez de déposer un projet Erasmus+, voilà, il y a tout qui est détaillé, et notamment ce qui est éligible, donc en termes de dépenses, qu'est-ce que vous pouvez, là, vous pouvez prétendre à un cofinancement, les dates de dépôt, les différentes obligations. Donc, voilà, c'est un petit peu incontournable. Alors, du coup, c'est ce que je vous disais avant, hein, il y a des différents supports aussi, et puis ça peut aider. Donc, on vous a mis un petit peu les bases de données ou les liens vers lesquels vous pouvez avoir des inspirations, des idées, des contacts. Donc là aussi, vous pourrez aller voir. Et l'agence Erasmus+, elle publie souvent des notes qui sont aussi assez bien faites, voilà, qui donnent des idées. Après, trouver des partenaires, souvent dans un projet aussi, on cherche des partenaires. Et là, c'est un peu la première étape quand on veut monter un projet. Donc, comment je fais pour trouver mon partenaire dans un autre pays? On aimerait bien partir en Espagne, mais comment avoir la structure idoine avec laquelle travailler? Donc, là aussi, il y a la plateforme dont je vous ai parlé, donc EPAL,
et ça recense en fait les autres partenaires, ou même vous, si vous avez par exemple envie vous êtes disposé par exemple à nouer un partenaire, je dis bah, pourquoi pas, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme, et du coup vous pouvez être aussi contacté par des porteurs de projets d'autres pays en disant bah, pourquoi pas travailler ensemble. Donc c'est un peu le lien de connexion. Voilà, juste vous dire que bah, quand vous déposez un projet aussi, bah, vous êtes évalué. Hein, donc, c'est sur un site en fait qui s'appelle Mon projet Erasmus. Donc, ça, c'est vraiment la plateforme pour préparer sa candidature. Et là aussi, ben, ça, c'est quand on est plus dans le concret. Parfois, il y a des questions très, très concrètes qui se posent. Et donc, là aussi, sachez que voilà, il y a des tutoriels qui sont là, un guide pour construire son budget. Donc, ça aussi, c'est important. Voilà, donc voilà, il y a quand même des outils qui existent. Il faut savoir qu'ils existent et il faut avoir voilà, un peu les ressources pour aller les chercher. Mais il y a quand même des choses qui ont été mises en place pour rendre encore plus accessible, on va dire, les projets. Voilà. Et en dernier, c'est comment s'orienter et qui contacter. Donc, c'est ce que je disais aussi au démarrage, hein, c'est que quand on a un projet, on veut aller chercher des fonds, ben, c'est quand même bien d'avoir des interlocuteurs. Et du coup, il y a des réseaux de développeurs, et là aussi, c'est en fonction en fait, de la clé d'entrée. Donc, pour la jeunesse, c'est du coup des référents nationaux. Donc, c'est la DRAGES. Et là aussi, il y a des contacts en fait, par territoire. Il y a des référents qui sont là, qui peuvent en fait. Vous pouvez échanger directement avec vous, ce qui simplifie aussi un petit peu la donne. Souvent, c'est plus simple de vive voix. Et c'est plus simple aussi quand il y a un projet un peu concret qui existe. Voilà, donc ça, on vous le transmettra et comme ça, si vous voulez vous lancer, c'est l'occasion. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être sympa de vous présenter un projet pour voir un peu concrètement comment ça se passe, parce que là, c'est très abstrait aussi. Donc, nous, on porte un projet qui s'appelle ESCAL, donc qui s'appelle ESCAL pour échange, savoir-faire, culture, apprentissage des langues en Europe, qui est un dispositif d'aide à la mobilité européenne pour les apprentis et les acteurs de l'insertion du Grand Est. Et du coup, donc c'est pour les apprentis de niveau 3 et 4 du Grand Est. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un consortium. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que nous, région Grand Est, on s'est dit, on aimerait. On se rend compte que les apprentis, ils ont du mal à partir. C'est pas un public qui a forcément l'opportunité, surtout les niveaux 3 et 4. Et on ambitionne aussi de faire partir des jeunes de missions locales et d'écoles de la deuxième chance. Et du coup, on s'est dit, on a proposé à l'ensemble des CFA du Grand Est de devenir partenaires. Donc, on a fait un appel à manifestation d'intérêt. On s'est dit, nous, région, ce qu'on vous propose, c'est qu'on dépose le projet auprès de l'agence Erasmus+, et on s'occupe de la gestion administrative et financière avec l'agence. Et vous, CFA, en fait, vous êtes autonome. Par contre, vous vous occupez vraiment du partenariat, de l'organisation concrète de l'échange. Donc voilà, nous, c'est vraiment ce qu'on a souhaité, c'est qu'ils souhaitent aussi se consacrer à ça. Et du coup, on a créé ce dispositif-là. Donc, ils partent entre 10 à 15 jours. Hein, donc, c'est des mobilités courtes. Voilà, parce que les apprentis, souvent, après les entreprises, c'est pas évident qu'ils quittent trop longtemps les entreprises non plus. Donc, à 10 à 15 jours, c'est bien. Et la nouveauté, c'est ce que je vous disais aussi, acteurs de l'insertion, parce qu'il y a cette priorité des jeunes qui ont moins d'opportunités, donc on ambitionne de les faire partir. Et pour l'instant, on propose à des acteurs de l'insertion, donc conseillers mission locale ou école de la deuxième chance, de partir. Et donc, nous, on s'occupe de la coordination. Et par contre, les CFA, ils ont du coup tout ce qui est frais d'hébergement, frais de voyage déjà, qui est pris en charge par Erasmus+. Il y a l'hébergement, donc une fois qu'ils sont sur place, ça c'est pris en charge aussi. La restauration. Il y a tout ce qui est déplacement sur place. Il y a besoin de louer un minibus pour qu'ils se déplacent dans les entreprises ou sur les lieux de stage. Voilà, donc il y a vraiment une bonne enveloppe déjà pour la mobilité. En fait, ce qui reste à charge, c'est tout ce qui est un petit peu culturel, qui n'est pas en lien avec le projet en tant que tel. Par exemple, on a un projet, il y a un groupe qui est parti en Irlande, un CFA de Lorraine, qui était dans l'aéronautique. Et c'est vrai qu'ils ont eu deux visites du coup sur le week-end. Ils ont eu d'une part le musée de l'aéronautique. Donc là, on a considéré que ça rentrait vraiment
dans leur cursus et que c'était intéressant pour eux. Donc là, on a pris en charge. Et par contre, ils ont visité un château, je crois. Et donc là, bon, c'était plus éloigné. Donc au final, voilà, ils s'en sortent avec juste une entrée pour le musée, pour le château. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est aussi pour un retour un peu d'expérience de, de projets concrets. Et après, je vous ai mis encore d'autres pistes parce que du coup, ce que je disais, je pourrais vous parler très longtemps avec beaucoup de choses. Donc, c'est plus quelques outils ou quelques liens qui peuvent vous aider. Voilà, juste pour un projet de mobilité parce qu'ils peuvent être divers et variés. Bon, déjà, la première chose, c'est comment on fait pour apprendre la langue. Donc, Céline l'avait mis aussi sur sa diapo. Il y avait Do You Speak Jeunesse, qui est une plateforme gratuite et ludique pour tous les jeunes du Grand Est de 15 à 29 ans et qui est assez sympa. Donc, il y a 6 langues qui sont proposées, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le chinois et le français. Donc, puisqu'il y a des jeunes aussi d'autres pays qu'on accueille dans le Grand Est. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, c'est pas uniquement de la grammaire, c'est vraiment basé sur des séries, sur des documentaires, des séries connues, actuelles, je précise. Donc voilà, des clips, voilà, c'est assez bien fait. Et du coup, voilà, comme c'est avant de partir en mobilité aussi, même avant de partir en vacances, pour réviser un petit peu les acquis, ça peut être bien. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer aussi. Ah oui, et aussi, quand il y a des besoins autres, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous. On l'ouvre aussi à des professionnels quand il y a un besoin, par exemple aux profs de langue, voilà, ou quand il y a un projet de mobilité, notamment sur Erasmus+, les personnels qui vont partir, on peut aussi, c'est nous qui avons la main sur les licences, donc voilà, on peut un petit peu en ouvrir plus. Et quelques ressources supplémentaires. Donc, Céline aussi l'avait mis, Jeunesse, qui est vraiment une ressource où il y a notamment tout ce qui est demande de bourse individuelle aussi pour les mobilités. Ça, c'est bien, mais il y a aussi Carnet de voyage, qui est une rubrique de témoignages, notamment de témoignages vidéo et de différentes ressources. En fait, c'est vraiment les jeunes qui sont partis en mobilité à qui on demande de faire un petit retour voilà, pour nous parler aussi de leur expérience. Et souvent, on estime aussi que parler aux jeunes, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, là, dans le cadre du mois de l'Europe aussi, on a fait Les jeunes s'inventent dans le Grand Est. Et c'était aussi il y a eu un live métier. Donc, suite à une mobilité, qu'est-ce qu'on peut faire avec les connaissances de langue. Il y a eu une conférence aussi, comment partir. Et surtout, il y a eu des témoignages. En fait, les jeunes ont pu échanger directement avec des témoins qui sont partis, qui ont fait un volontariat, qui ont fait un stage, un service civique ailleurs. Et voilà, ça a vraiment très, très bien marché, cette mise en relation aussi de parler repères. Et après, il y a aussi l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et là, je vous parlais notamment de la valorisation des compétences transversales avec Aki App, qui est en fait une application qu'ils ont développée. Et notamment quand on revient d'un service civique, une expérience à l'international, ce que je vous disais, il y a des compétences dont on n'a même pas forcément conscience, qui sont développées. Et en fait, l'avantage du Aki App, c'est un peu déjà les identifier. On fait en fait un test rapide, on s'auto-évalue en ligne avant de partir et après quand on revient. Et en fait, on voit là, on a progressé sur quelles compétences, notamment l'autonomie, la confiance en soi. Et le but, c'est un peu de donner des outils aussi pour les jeunes après sur le marché de l'emploi pour après dire, OK, qu'est-ce que ça m'a apporté de faire un service civique, d'être parti en volontariat finalement, comment je peux le valoriser. Donc, c'est une application qui est assez intéressante. Je vous ai mis aussi l'Office franco-québécois pour la jeunesse, donc l'OFQJ, donc avec le Québec, puisque là aussi, il y a plein de possibilités de partir. Voilà, après, il y a vraiment différentes initiatives aussi qui existent, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter s'il y a des questions. Voilà. Souvent, quand il y a un projet, le plus simple, c'est de partir du projet et de regarder ensemble vers quoi on s'oriente parce que les fonds européens, parfois c'est intéressant, mais je pense à l'OFAGE qui a aussi un fonds citoyen
qui est assez intéressant, qui pour les projets intergénérationnels. Et voilà, où le FAGE propose souvent des formulaires assez simplifiés. Et quand on est sur un projet franco-allemand pour les jeunes, souvent aussi, c'est des choses qui peuvent être mises en place rapidement et facilement aussi. Donc, selon le projet qu'on porte, on a différentes initiatives. Donc, ça tout dépend. Voilà. Donc, comme dit, vous allez avoir le PowerPoint. Je pense que voilà, pour résumer un petit peu, le plus important, c'est vraiment quand on part du projet, qu'on a envie d'aller chercher des fonds européens, c'est vraiment d'identifier lequel est le mieux. Parce que là, je vous ai parlé d'Erasmus+, parce que, notamment pour les jeunes, c'est là où il y a vraiment de quoi faire. Après, il y a d'autres fonds aussi et d'autres organismes qui peuvent accompagner. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Avec d'autres collègues aussi, on travaille sur ce sujet-là. Et souvent, on essaye aussi de faire des liens. Et voilà, même si ce n'est pas nous directement qui après portons les projets, on peut faire des liens avec des partenaires qu'on connaît bien et de faire en sorte que ça se passe bien et donner envie. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Juste couper l'enregistrement. Ah oui, vas-y. Y a-t-il des questions où vos estomacs famille? Moi, j'en ai une, mais j'ai l'impression que c'est une question à nous. En fait, comment